Bienvenue dans cette conférence, visioconférence organisée donc, par le Centre d'information international de Lyon, donc en partenariat avec le pôle post-bac de la DRAIO, c'est la délégation régionale académique à l'information et à l'orientation. Et nous avons aussi avec nous Manon Lanier, donc de l'Université de Lyon 2, et Mathéo Ro, qui viendra témoigner également de ses diverses expériences. Donc ce soir, on va parler des études supérieures à l'étranger. Voir comment s'inscrire directement à l'étranger, comment partir à l'étranger également dans le cadre d'un accord d'échange. Et on parlera également donc, de la césure et de voir un petit peu comment tout ça également peut s'articuler avec Parcoursup. Donc voilà, vous donner des pistes un petit peu pour voir comment vous retrouver. Donc je me présente, je suis Yvan Coallier, donc psychologue de l'éducation nationale. Et donc je travaille au Centre d'information internationale sur Lyon, qui est, pour faire simple, un CIO spécialisé dans la mobilité internationale. Donc, je travaille avec Dorothée. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour, Dorothée Gabanou, également psychologue de l'éducation nationale. Je travaille avec Yvan dans la même structure. Donc, avec nous, on a donc la chance d'avoir Rocio Hernandez. Rocio, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah, je ne sais pas si Rocio est encore avec nous. Si. Si. Si tu peux rallumer ton micro. Rocio, oui. Peut-être en attendant, on peut donner la parole à Manon et puis on revient. Ah bah ça y est. Voilà, excusez-moi. Oui, donc également psychologue de l'éducation nationale. Je travaille au sein donc du rectorat de Lyon, la DRAIO, sur un pôle qui s'appelle le post-baccalauréat, qui permet de faire la liaison entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et je m'occupe avec d'autres collègues également de l'application Parcoursup au niveau académique. Merci Rocio. Manon, est-ce que vous pouvez vous présenter également en quelques mots? Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Manon Lanier, donc je suis chargée d'insertion professionnelle au SCIOIP de l'Université Lyon 2. Donc nous, on s'occupe d'accompagner les étudiants et étudiantes dans leurs projets, voilà, dans leur recherche de stage, emploi et dans leur insertion professionnelle. Et je m'occupe à côté de ça d'une partie du dispositif Césure de l'Université Lyon 2 et de l'accompagnement des étudiants et étudiantes en césure. Donc voilà, on pourra en rediscuter. D'accord, merci Manon. Vous avez compris, Manon interviendra plus sur l'année de césure. Et Mathéo, sans tout dévoiler votre parcours, est-ce que vous pouvez dire aussi en quelques mots qui vous êtes? Oui, bien sûr, j'espère qu'on m'entend. Moi, du coup, je suis un étudiant en césure venant de Bretagne, comme on peut voir au drapeau juste derrière. Et je suis actuellement en césure dans une association pour l'écologie et la solidarité à Lyon. Voilà. Merci Mathéo. Donc, on aura l'occasion d'écouter un peu votre témoignage sur votre parcours. Donc maintenant, on va vous demander pour voir un petit peu également qui vous êtes, parce que là, vous êtes nombreux, hein, vous êtes 142 dans la salle. Si vous pouvez vous connecter, donc soit depuis un téléphone portable, soit depuis un autre onglet sur le site slido.com et de rentrer donc, le code que vous voyez à l'écran pour répondre à quelques petites questions. Donc, je vais vous mettre… Voilà le sondage et on va commencer avec ce premier sondage. Donc, tout simplement, d'où venez-vous? Vous rentrez tout simplement donc la ville d'où vous regardez cette visioconférence. Donc, on voit que Lyon est en gros, mais on a aussi des gens qui viennent de Suisse, de Geigs, de Yona, donc tout l'un est bien représenté. Villefranche, Vourles, l'Isère, Marseille, Bron, Feurs, Tain-l'Hermitage, Charleville-Mézières, donc plutôt dans le Grand Est. Donc on voit que globalement, on est quand même plutôt de la région, mais bien représenté dans les différentes académies. Roanne, Saint-Étienne, Annemasse, Montanet, Chambéry. Donc on voit effectivement que la plupart viennent peut-être de Lyon, mais que voilà, toute la région est quand même bien représentée. Alors, deuxième question, qui êtes-vous? Donc, plusieurs propositions. Donc, un professionnel de l'éducation, un lycéen,
un étudiant, un parent, voilà, ou autre, hein, si on n'a pas pensé à votre catégorie. Donc, à chaque fois, on a laissé au masculin pour que ce soit plus lisible, mais c'est effectivement un lycéen ou une lycéenne, et pareil pour les autres, hein. Donc, on voit qu'on a plutôt donc, des lycéens qui sont là avec nous aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal parlé de Parcoursup. Les parents qui les accompagnent, c'est toujours intéressant, surtout quand on parle de l'étranger, il y a besoin d'un accompagnement. Et également, du coup, des professionnels de l'éducation. Très bien. Alors, on va passer du coup à la troisième question. Alors, pourquoi partir? Quels sont, d'après vous, voilà, les avantages de partir à l'étranger? Qu'est-ce que ça peut apporter à un jeune, que ce soit sur du court terme ou du plus long terme? Voir un petit peu, voilà, pour ceux qui se poseraient encore des questions, voilà, à quoi ça sert de partir, voir un petit peu les tendances qui en ressortent. Donc, on a beaucoup les langues qui reviennent, mais on voit très rapidement également que ce n'est pas simplement que apprendre des nouvelles langues, mais c'est aussi découvrir des nouvelles cultures. On parle de la richesse des expériences, des rencontres, des opportunités, voilà, un bagage culturel. Tout ça, ça sert pour avoir une belle ouverture d'esprit et puis pour l'expérience à plus long terme, également pour de la maturité. Mais là, je pense que là, Mathéo pourra bien également nous parler un petit peu de tout ça. Très bien, donc merci à tous pour votre participation active. Je vais revenir sur le diaporama et on va maintenant du coup aborder vraiment le cœur du sujet qui est la mobilité. Donc tout d'abord, suivre les études à l'étranger, on se demande toujours de quoi on parle. En fait, avec Dorothée, puis les différents psychologues de l'éducation nationale, quand on reçoit les lycéens, souvent ils nous disent, voilà, moi je veux partir étudier à l'étranger. Alors, on essaie d'abord de se mettre d'accord avec eux sur ce que c'est, parce que pour certains, ça va être partir à l'étranger quelques semaines, quelques mois, d'abord pour apprendre une langue ou se perfectionner, alors que pour d'autres, certains envisageront ça comme partir pour faire tout un cursus à l'étranger. Par exemple, je m'inscris pendant 5 ans dans une université à l'étranger pour obtenir un bachelor, puis un master. Et puis d'autres préféreront s'inscrire d'abord dans une école française, une université, une école d'ingénieur ou de commerce, et profiter des accords d'échange qui peuvent exister. Donc partir un peu plus tard, c'est ce qu'on appellera par exemple les accords d'échange comme Erasmus par exemple. Donc aujourd'hui, nous, on va plutôt se focaliser tout d'abord sur la mobilité individuelle, c'est-à-dire ceux qui veulent s'inscrire directement à l'étranger. Et puis ensuite, Dorothée vous présentera les possibilités de mobilité plutôt dans le cadre d'échanges. Entre-temps, n'hésitez pas également à poser vos questions donc dans l'onglet discussion et on essaiera d'y répondre. De temps en temps, on fera une petite pause pour répondre aux questions. Alors, les inscriptions directement à l'étranger, ce qu'on appelle plutôt les études en free mover. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont en fait des inscriptions qui vont se faire en dehors de tout programme d'échange. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on est lycéen ou parents qui les accompagnent, c'est est-ce qu'on doit passer par Parcoursup? Donc là, aujourd'hui, on a une spécialiste, une experte de Parcoursup. Donc, Rossio, est-ce que tu peux nous dire déjà si voilà, un jeune qui veut partir étudier directement à l'étranger, est-ce qu'il le fait par Parcoursup? Comment ça se passe? Alors, quelqu'un qui souhaite partir à l'étranger individuellement, il peut passer par Parcoursup pour assurer éventuellement sa formation pour l'année d'après. C'est ce qu'on va voir après avec l'année de césure. Mais quelqu'un qui voudrait simplement passer 1 an à l'étranger, c'est ce qu'on appelle une inscription qui va se faire hors Parcoursup. Merci Rossio. Donc là, on est vraiment, pour ceux qui veulent étudier directement à l'étranger, qui vont en Irlande par exemple, ça ne passe pas par Parcoursup. Le jeune, en gros, se débrouille dans le pays en question. Donc là, on va voir un petit peu justement comment ça se passe. Donc on le voit, la demande se fait en dehors de Parcoursup et donc forcément avec un calendrier différent. Alors, on sait que Parcoursup, vous avez des inscriptions à faire
qui vont être là entre le mois de janvier et le mois de mars, et ben, à l'étranger, ça va être différent et ça peut être différent en fonction de chaque pays. Très souvent, maintenant, les inscriptions vont également se faire en ligne, tout comme Parcoursup. On peut avoir des fois des plateformes qui peuvent être régionales ou nationales selon les pays, ou bien des fois directement sur le site de l'université. Donc, une des premières démarches quand vous êtes à peu près sûr d'où vous voulez aller, c'est de repérer les procédures pour voir comment est-ce qu'on s'inscrit. Par exemple, ceux qui veulent aller en Belgique, ça va plutôt se faire établissement par établissement, alors que ceux qui voudraient aller en Irlande, et ben là, il y a une plateforme qui s'appelle CAO et qui va recenser toutes les demandes. Ensuite, ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est les critères d'admission. Pour pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur à l'étranger, il faudra avoir un diplôme qui le permet. Donc, c'est le cas du baccalauréat français. De temps en temps, il y aura une démarche supplémentaire à faire pour demander l'équivalence du diplôme, du bac en question, mais ce n'est pas le cas tout le temps. C'est le cas, par exemple, pour l'Espagne, pour la Belgique et quelques autres pays. Ensuite, il faudra faire attention au niveau académique. Le niveau académique, ça va être tout simplement les notes que vous avez en première et terminale, en sachant que dans pas mal de systèmes, c'est même la note du baccalauréat qui va compter. Donc là, on va avoir des formations, certaines qui vont être très sélectives. Si je vous parle de Oxford, de Cambridge, par exemple, là, on est sur des top niveaux, sur des 18, 19 de moyenne au bac. Mais à côté de ça, il y a d'autres formations qui sont plus accessibles avec des 10, 11 de moyenne. Tout comme en France, des formations sont très, très sélectives et d'autres un petit peu moins. Ce qui va compter également, c'est la motivation et la personnalité. Donc là, on va vous demander souvent de faire ce qu'on appelle un personal statement, si c'est en anglais, en gros une lettre de motivation qui explique pourquoi est-ce que vous voulez faire cette formation. Expliquez également pourquoi est-ce que vous voulez étudier à l'étranger. Ça, c'est aussi un point qui est important. Et puis, enfin, voir un petit peu tout ce que vous faites aussi en dehors de l'école. C'est-à-dire qui vous êtes dans votre globalité. Si vous êtes dans une association, si vous faites du sport, si vous avez différents types d'engagement. Ça, ce sont des choses qui vont rapporter des points, entre guillemets, ou en tout cas qui vont venir appuyer votre dossier. Alors, une première petite question. On peut s'inscrire dans un établissement, dans un bachelor à l'étranger, avec un niveau assez faible dans la langue d'enseignement. À votre avis, vrai ou faux? Si j'ai un niveau un peu moyen en anglais, est-ce que je peux m'inscrire dans un bachelor en Irlande qui me permettrait par la suite de m'améliorer? Donc là, on voit Gilles Bassereau qui explique de plus en plus les universités étrangères demandent un test d'anglais type Cambridge. Donc effectivement, on va vous demander, on va dire quasiment systématiquement, ou à quelques exceptions près, de justifier d'un niveau en langue. Le niveau exigé va dépendre de la formation demandée. C'est-à-dire que pour une même université, le niveau de langue peut être différent, enfin le niveau de langue demandé peut être différent que vous alliez par exemple dans un bachelor en communication ou en journalisme, où là le niveau en langue va plutôt être élevé, alors que si vous demandez une formation peut-être en mécanique ou en mathématiques, ce sera un anglais peut-être plus technique et là le niveau d'anglais peut être un tout petit peu moins élevé. Donc on vous demandera des tests comme le TOEFL ou l'IELTS, qui sont vraiment des tests d'anglais, mais il y a aussi les examens de Cambridge. Depuis la Covid, il y a également un test en ligne qui est le test de Duolingo. Pour l'instant, il est encore valable dans pas mal d'universités. Il est un peu moins cher que les tests comme le TOEFL et l'IELTS, donc autant en profiter. Et puis, il n'y a pas que l'anglais. Donc, il y a également d'autres tests de langue dans d'autres langues, le CELI pour l'italien, le test DAF, le DELE pour l'espagnol, etc. Donc là, à chaque fois, on vous demandera un niveau en langue, ce qui veut dire que des lycéens, donc première ou terminale, qui veulent partir à l'étranger tout de suite après le bac pour s'inscrire dans une formation entièrement dans une langue étrangère, il faut qu'ils aient déjà un bon, voire très bon niveau en langue. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire d'abord autre chose. Ça peut être la césure ou partir dans le cadre d'un échange. Ce à quoi il faut également faire un petit peu attention, c'est au budget. Quand on s'inscrit directement à l'étranger, on sort du système éducatif français et du coup, il va falloir que l'on paye des frais d'inscription qui peuvent être vraiment différents d'un pays à l'autre. Vous imaginez bien,
Du côté de l'Australie ou des USA, les formations peuvent être très chères. C'est également le cas du Canada anglophone. Et puis, on voit quand on regarde ce tableau-là qu'il y a d'autres pays, de destinations, notamment des destinations européennes, où les frais de formation peuvent être quand même moins élevés, avec des formations qui sont de qualité et souvent des formations en anglais. Si je prends le cas des Pays-Bas, par exemple, on ne va pas demander à un lycéen français ou très rarement de parler le néerlandais. Non, ils ont des formations qui sont entièrement en anglais et qui sont très, très bien reconnues voilà, au niveau international. Vous voyez sur la ligne du bas, sur l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvège ou encore la Suède, là, on est même sur de la gratuité pour les étudiants européens avec des formations qui sont également entièrement en anglais. Et on voit sur le côté, on pourra revenir dessus si vous avez des questions, il peut y avoir également, entre guillemets, des bons plans, hein, comme les cégeps au Québec, hein, où là, ce sont des formations techniques qui se passent dans des collèges au Québec et des formations qui durent 3 ans et qui sont un peu l'équivalent de nos BTS, par exemple. Donc, voilà, mais en tout cas, il faut bien tenir compte du budget, ne pas se lancer voilà, dans une formation, dans quelque chose qui vous mettrait par la suite vraiment en difficulté. Il faut vraiment faire attention à ça. Au niveau des bourses, j'en parle un tout petit peu. Quand on est boursier du Crous, on peut, dans certaines conditions, garder les bourses du Crous, donc sur critères sociaux, quand on est dans un pays du Conseil économique de l'Europe, à condition que la formation dans laquelle on se lance soit homologuée pour recevoir des boursiers. En gros, il faut aussi que la formation dépende du champ de compétences du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, si je passe. Maintenant, quand on est lycéen, on parle un petit peu des formations comme ça à l'étranger. Pour les formations en France, voilà, on sait qu'on a Parcoursup, par exemple, pour trouver les formations. On peut avoir le site de l'ONICEP. Donc, on a quelques repères, quelques références. Maintenant, quand on veut étudier à l'étranger, on peut vite être perdu. On va vous donner juste 2 ou 3 repères, notamment le site Euroguidance. Donc, on fait partie de ce réseau. Par rapport aux études, on a une rubrique Partir à l'étranger en Europe. Vous voyez, tous les pays qui y figurent sont les pays du programme Erasmus et les pays qui sont également hors Europe. Et à chaque fois, on va vous donner une fiche dans laquelle, qui va être faite sur le même modèle, on va avoir donc les études, c'est le cas de l'Irlande, la formation professionnelle, les stages, etc. Dans la partie études, elles vont toutes être faites selon le même modèle. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois retrouver des informations sur les types de diplômes que vous allez trouver. On parle souvent de bachelor, mais il n'y a pas que du bachelor, il peut y avoir différentes appellations. Et puis, on vous donne également des informations vraiment sur les admissions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on procède pour s'inscrire dans une formation à l'étranger. On vous indique quels sont les frais de scolarité, s'il y a des bourses pour les étudiants français, quel est le coût de la vie dans le pays, comment est-ce qu'on trouve un logement, est-ce qu'on peut trouver de l'emploi étudiant, des questions plus administratives comme la sécurité sociale, mais également comment apprendre la langue du pays, et puis également d'autres sources d'informations qui pourraient être utiles pour vous aider à mener votre projet. On a également une ressource plus académique qui est sur notre site, donc sur le site du C2I, donc vous voyez l'adresse qui est là. On a réalisé un outil, donc entre autres, hein, puisqu'il y a d'autres informations sur le site, mais un outil qui s'appelle la Mobidata, que vous trouvez en bas à droite de notre site, qui est une sélection de liens Internet pour s'informer sur la mobilité. En fait, on a recensé des sites Internet qui sont officiels, ou en tout cas qu'on a vérifiés, et qu'on en a regroupés par grandes thématiques. Par exemple, pour ceux qui voudraient chercher des bachelors, par exemple à l'étranger, c'est très compliqué d'avoir un moteur de recherche qui serait exhaustif et qui reprendrait toutes les formations. Il n'y a pas tellement d'autres choix, si on veut avoir vraiment une vue un petit peu large, de regarder vraiment pays par pays ce qui est proposé. Donc là, par exemple, il suffit de demander un pays, là je mets Danemark par exemple, trouver une formation, et on vous indique directement le site, donc là c'est le ministère danois de l'enseignement supérieur, trouver une formation, et vous vous retrouvez tout de suite sur le site en question. Si je clique dessus, normalement, voilà, je tombe sur la bonne page, et là vous avez, vous voyez, plus de 600 programmes qui sont entièrement en anglais. Si je regarde, on va avoir différents types de diplômes. Si je reprends par exemple juste le bachelor, sur les différents sujets,
Je peux prendre, je sais pas, au niveau de l'ingénierie, par exemple. Et là, on va avoir du coup les formations qui sont proposées, le degree, donc le titre du diplôme, et dans quelle institution. Donc là, par exemple, je vais juste un clic plus loin. On voit tout de suite quelle université, la durée, donc c'est en 3 ans. Les tuition fees, ça c'est les frais d'inscription, donc c'est 6 800 € pour les internationaux, mais c'est gratuit pour les Européens. Et vous avez ensuite diverses informations voilà, sur la description du programme, les opportunités de carrière, l'admission, c'est-à-dire comment est-ce qu'on postule, how to apply. Et puis plus bas, vous avez également les dates limites, par exemple. Ensuite, il vaut mieux aller directement sur le site même de l'université pour aller plus loin, pour voir vraiment ce qu'il y a dans le programme. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu voilà, une démarche pour trouver une formation. Donc je ne sais pas, je n'ai pas pu trop regarder les questions dans la discussion. Est-ce que Dorothée, tu as repéré des questions Oui, alors pour j'ai repéré quelques questions, effectivement. Il y avait une question qui portait sur l'option internationale du bac. Est-ce que c'était suffisant, en fait, pour justement attester d'un niveau de langue? Alors, en général, oui. Ça va dépendre un peu de la spécialité, parce que l'option internationale du bac, c'est une option du bac français. Donc ensuite, c'est vraiment des accords un peu tacites qu'il pourrait y avoir entre des universités et des lycées français. Donc ça va dépendre à la fois de quelle langue on parle et dans quel pays on veut aller. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément automatique. C'est souvent reconnu, mais pas toujours. Ensuite, il y avait une autre question qui portait sur le niveau qui était requis. Donc là, il n'y avait pas de précision sur le niveau de langue. Je pense que tu l'as tout à fait abordé. Je dirais que c'était peut-être une question qui portait sur le niveau académique. Donc là, encore une fois, ça dépend des programmes, bien sûr. Nous, de manière générale, on dit que il faut viser au moins 12 de moyenne au bac, mais effectivement, dans certains programmes de formation, ça peut être au-delà. Et il peut y avoir des prérequis spécifiques par rapport à certaines disciplines qu'il va falloir avoir choisies pendant ses études secondaires. Voilà, avoir choisi tel ou tel enseignement de spécialité. Voilà, il y avait une question aussi sur les aides financières quand on allait se former au Québec, notamment sur les DEC préuniversitaires. Donc, sachez que pour les DEC techniques ou les DEC préuniversitaires, en fait, il y a un accord entre la France et le Québec qui fait que les Français ne paient pas les frais de scolarité. En revanche, là, la question portait sur les aides financières qui pouvaient y avoir par ailleurs par rapport à la vie sur place, le logement, etc. À ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. En revanche, il n'y a pas de frais de scolarité, effectivement, quand on est citoyen français, ce qui est déjà quand même, je dirais, un privilège. On a une question sur les études de santé en Europe. Voilà. Dans quel pays? Donc, on a une page dédiée sur le site Euroguidance sur les études médicales en Europe, où on reprend un petit peu les possibilités d'études. Donc là, pareil, ça va dépendre de la langue d'enseignement. Voilà, globalement, l'allemand, ça va être en Allemagne ou en Autriche, l'espagnol en Espagne. Mais pour ce qui est, par exemple, du français, ça va être, par exemple, la Belgique, où là, on va avoir un concours d'entrée pour entrer dans la formation. Il va y avoir la Roumanie également, donc là, dans des écoles qu'il va falloir payer, autour de 5 à 6 000 € l'année. Et ensuite, en anglais, là, il y aura un peu plus d'opportunités. Bien sûr, en Irlande, où là, ça passe aussi par la note du bac, plus la note à un test d'entrée dans les études médicales. Et puis, on a de plus en plus les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui proposent des formations entièrement en anglais. Qui vont être plus ou moins onéreuses, on va dire entre 5 000 à 6 000 € l'année, mais ça peut aller jusqu'à 12 000 à 13 000 € l'année. Voilà. Mais là, on vous renvoie à la page Euroguidance, ce sera plus complet. Il y avait une petite question aussi qui portait sur les mobilités possibles au lycée. Il en existe. Alors, ça n'est pas l'objet de la visioconférence de ce soir. Donc, effectivement, moi, je vais vous renvoyer sur les sites, à la fois le site Euroguidance et le site du Centre d'information internationale, où vous pourrez avoir les types de mobilité par profil, en fait.
Donc, quand je suis élève du secondaire, qu'est-ce que j'ai comme possibilité justement pour partir à l'étranger? Une autre question sur les aides financières avec le Royaume-Uni depuis le Brexit. Donc là, en l'occurrence, auparavant, effectivement, on pouvait bénéficier du prêt étudiant, enfin du prêt qui était proposé par le gouvernement anglais au même titre que les Anglais. Ça n'est plus le cas. Et le Royaume-Uni est sorti du programme Erasmus+ par ailleurs. Donc, voilà, des aides financières en dehors des bourses qui pourraient être accordées au mérite ou sur certains domaines de formation, il n'y en a pas. Ben, merci Dorothée. On va peut-être répondre après directement dans la discussion, parce qu'on va, du coup, on va avancer, parce qu'on a quand même quelques autres informations à donner. Alors, juste pour la transition et vous faire voyager un petit peu, est-ce que vous voyez où c'est ça? Donc, n'hésitez pas à l'indiquer dans la discussion. Voilà, on va passer. Donc, c'était Moscou. Il y avait des réponses. Ah, il y avait des réponses, oui. Oui, oui. Moscou. La deuxième, Berlin, parfait, Berlin. c'est Donc trouvé, là, ça va ça s'est bien. trouvé facilement. Et là, c'est souvent plus compliqué. Ce n'est pas l'Australie, c'est pas Sydney. Souvent, on confond. Oui, Ça, il l'Espagne, ressemble. Hein. ça y est. C'est pas non plus Dubaï, c'est pas le Qatar. C'est pas Bilbao, mais c'est en Espagne. C'était à Valence. C'est Elliot, je pense, qui a trouvé en premier. Alors Dorothée, je te laisse la parole pour cette deuxième partie. Alors, effectivement, moi, je vais aborder en fait les mobilités qu'on peut envisager à partir du moment où on est inscrit dans l'enseignement supérieur en France. Donc, lorsqu'un étudiant part en échange Erasmus+ dans un pays européen, voilà, quelqu'un qui est inscrit en licence de psychologie et qui va faire sa 3e année en Irlande, est-ce qu'il obtient le diplôme de l'université partenaire? D'après vous, voilà. Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai des oui. J'ai des non, donc j'ai un peu les deux. Alors, ça va me permettre justement d'apporter des précisions par rapport à cette possibilité de mobilité. Tout à l'heure, Yvan a présenté les études, mais quand on les fait complètement à l'étranger, auquel cas, on a effectivement le diplôme de l'étranger, du pays dans lequel on va étudier. Là, moi, je vais aborder les études dans le cadre de programmes d'échange, c'est-à-dire que ce sont des mobilités qu'on a à partir du moment où on est inscrit dans une université ou une école française et qu'à un moment de son parcours d'études, on va faire une partie seulement de ses études dans un établissement partenaire de son établissement français. Donc, on parle d'échange entre établissements parce qu'il s'agit de réciprocité. Hein. Il y a des Français qui s'en vont dans des universités partenaires et puis des étudiants étrangers qui vont venir aussi faire une partie de leurs études en France. Ce sont des mobilités qui sont gérées par les services de relations internationales avec des temps de formation qui sont validés en France. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'étranger pendant un semestre ou une année va être validé dans la mesure où on réussit les examens, bien sûr, en France et va permettre justement d'obtenir son diplôme français avec une petite couche d'international. Là, vous voyez un exemple de carte d'accord qu'on peut trouver sur les sites des différentes universités. Il s'agissait même de celle de Lyon 2. Alors, dans le cadre de ces programmes d'échange, on a la possibilité de bénéficier de bourses justement qui vont couvrir une partie en fait, des frais engagés sur ces types de mobilité. Donc, les frais de scolarité sont payés en France et non pas à l'étranger. Et puis, on a la possibilité de bénéficier de la bourse Erasmus+ quand on part dans un pays européen.
de la bourse régionale quand on part dans un pays à l'international, et puis d'autres aides qui peuvent être mobilisées, comme l'aide à la mobilité internationale, qui est un supplément en fait quand on est boursier du Crous, et maintenir les bourses du Crous voilà, quand on est en mobilité. Vous avez dans le petit encart ici un petit peu une idée justement de la durée de l'allocation, hein, donc des bourses qui peuvent être octroyées, et du montant des allocations Erasmus+, qui dépendent un peu des pays dans lesquels on va faire sa mobilité. Donc là, il me semble que j'ai terminé. Je vais peut-être donner la parole à Mathéo, si vous le voulez bien, pour peut-être illustrer, vous, la mobilité que vous avez eue en 3e année, c'est ça, de licence, alors que vous étiez en AES, et vous êtes allé en Finlande. Alors, si vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous, j'allais dire de l'inscription presque au retour, en fait. Ok, bah ouais, tout à fait. Alors pour l'inscription, les démarches étaient déjà un peu, enfin très très en avance, étant donné que je voulais faire une mobilité d'1 an, parce que je me suis dit tant qu'à partir, autant partir vraiment. Et donc les démarches administratives avec la fac et même enfin tout le pôle de relations internationales étaient déjà vachement en avance. Il me semble que c'était courant décembre et même janvier, enfin ça commençait vers là. Et donc après, plusieurs, on va dire, ping-pong entre administration, etc., valider les dossiers, valider un niveau d'anglais et faire plusieurs choix aussi de destination. J'ai réussi à partir en Finlande avec le programme Erasmus+. Où là, pour parler un peu de ce programme international, où c'était super bien, meilleure année de ma vie. Où c'était justement, ça mêlait à la fois voyage, études à l'étranger et en même temps en termes de rencontres, c'est incroyable puisqu'on est dans la même situation que plein d'autres étudiants qui sont étrangers, mais dans le même pays. Et donc, ça fait un gros melting pot, un gros mix de cultures qui est incroyable. Et surtout la Finlande, en plus, qui est un pays du Nord, pays nordique, où le choc des cultures est quand même, même si ça reste un pays européen, reste quand même incroyable, que ce soit le sauna, la Laponie, le pays du Père Noël, pour ne dire que les aurores boréales, etc. Mais même, oui, au niveau des cours, même où tout était en anglais, et c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, déjà d'améliorer sa langue, mais aussi de découvrir de nouvelles cultures, de beaucoup voyager. Mine de rien, on voyage beaucoup au sein du pays et dans les pays à côté. Donc, je sais que même après cet échange, j'ai beaucoup plus pris le temps. Par exemple, le week-end, quand j'étais en France, en fait, on peut bouger et même visiter notre propre pays, mais on le fait jamais parce qu'on est au général, ce qu'on connaît le moins, c'est ce qui est autour de nous. Donc, c'est quelque chose déjà qui est incroyable. Et ouais, pour revenir sur Erasmus, une super expérience. J'ai qu'une hâte de repartir, en fait. Et je sais pas si je peux ajouter d'autres choses particulières. Alors, moi, j'ai peut-être une question à vous poser. En fait, ce virus de la mobilité, vous l'avez attrapé quand? Vous avez eu envie de partir quand vous étiez déjà au lycée? C'est apparu plutôt à l'université quand vous avez eu connaissance justement de ces programmes d'échange? Comment ça vous est venu, ces idées? Déjà, dès le lycée, j'avais comme idée de partir dans les pays du Nord, vu que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai vu qu'il y avait possibilité d'aller en Finlande à Turku, là, pour répondre en même temps dans les questions. Et donc, oui, et c'est surtout depuis que j'ai goûté à cette mobilité, en plus 1 an, donc être totalement coupé, c'est complètement des nouvelles habitudes. On arrive dans une nouvelle ville, etc. On rencontre plein d'autres personnes dans la même situation. Et donc, oui, depuis, j'ai un peu cette bougeotte, en effet. Et ouais, voilà, grosso modo. Donc vous êtes en train de nous dire qu'après, la mobilité amène d'autres mobilités, en fait. Franchement, oui, même du moment où on y a goûté. Ouais, de toutes les personnes que j'ai rencontrées en Erasmus, vu que j'étais en logement étudiant, donc qui était une sorte de gros bâtiment qui communiquait entre eux, où c'était que des étudiants Erasmus. Et donc, de tous les retours que j'ai eus, j'ai pas eu,
peut-être une personne à la limite qui n'était pas content de son échange, mais tout le monde était hyper emballé et surtout, c'était hyper déchirant de se quitter, entre guillemets, après tous ces mois passés ensemble. C'était vraiment, à titre d'exemple, où par exemple, on avait des cuisines communes et du coup, un coup, je faisais justement les petites crêpes bretonnes pour tout le monde, un coup, c'était les Espagnols qui faisaient des tapas pour tout le monde et c'était, ouais, trop bien. Ou même juste après être rentré d'Erasmus, j'étais tellement nostalgique que je suis parti faire un road trip en Espagne pour rendre visite à tous mes copains espagnols, justement, parce que c'est vraiment, on crée des liens hyper forts qu'on gardera sûrement toute notre vie, je sais pas, mais en tout cas très très longtemps, ça c'est sûr. Il y avait une question. Ah, pardon. Oh non, allez-y. je sais que j'ai autre chose à rajouter, c'était des logements étudiants, pour parler de la Finlande plus en détail, où c'était des logements étudiants. Et pour le coup, j'ai été hyper étonné, mais en même temps pas tant que ça, vu que ça reste un pays nordique, dans le sens où l'accueil des étudiants était hyper bien organisé, où justement il y avait une plateforme de recherche d'appart et on était tous dans des logements étudiants. L'université prenait super bien en charge toutes nos demandes, que ce soit en termes de sport, même à titre d'exemple, des saunas dans les logements étudiants. Ou encore, c'était incroyable. Et même, en plus, j'ai vécu le tout début du coronavirus en Finlande, étant donné que c'était un pays quand même, entre guillemets, où il n'y a pas beaucoup de monde et où il est assez, pas excentré, mais oui, il est assez loin et la distanciation sociale était dans leur culture de base, en fait, c'est un pays assez froid quand même. Et donc, en fait, le Covid, je ne l'ai pas du tout vécu et même là, ils le vivent très peu encore en ce moment. C'est une très bonne destination, si je puis me permettre. Peut-être je regarde un petit peu les questions. En fait, on a des questions sur quand est-ce qu'on part, en quelle année, quand on est à l'université. Et du coup, voilà, vous, c'était en 3e année, hein, donc vous avez fait toutes les démarches dès le début de l'année, de la 2e année, pour pouvoir partir en 3e année. Et j'avais une autre question, est-ce qu'on peut partir en 1re année? Non, voilà, on prend le temps de réussir sa 1re année, de préciser un petit peu son projet et puis voilà, d'organiser sa mobilité en 2e année pour souvent partir en 3e année, voire ensuite en 2e cycle. Donc, pas tout de suite dès qu'on arrive à l'université. Merci, Mathéo. Oui. Avant de passer, il y avait une autre question aussi, Mathéo, sur les démarches à réaliser et la sélection. Est-ce que c'était sélectif pour vous de partir ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? En soi, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même une sélection. Ça dépend des places qu'il y a. Ça dépend aussi de chaque université. Ses partenariats avec les autres universités. J'ai eu de la chance, vu qu'il y avait une place pour la Finlande, je crois, et je l'ai eu. Mais c'est vrai que ça se fait pas mal pas sur dossier, mais aussi il y avait une lettre de motivation ou aussi des activités extrascolaires. Pareil, si vous êtes dans des assos ou des trucs comme ça, c'est sûr que ce sera valorisé. Je crois que même mon dossier, en termes de notes, était moins bon que certains qui avaient demandé Finlande, mais le fait que je sois dans plusieurs associations a dû remonter mon dossier ou je sais pas. Mais oui, il y a en soi, tout le monde peut participer, même sans avoir des notes extravagantes. Mais il y a quand même une certaine sélection pour les pays les plus demandés, quoi. Voilà. Ok, merci Mathéo. Donc, on va passer maintenant à la suite, peut-être de répondre à une question. Donc, on n'est pas obligé d'être à l'université pour partir en échange. Il y a d'autres écoles également qui le proposent, des écoles d'ingénieurs, de commerce, dans le domaine du paramédical également. Enfin, tous les établissements d'enseignement supérieur peuvent avoir des bourses Erasmus ou d'autres bourses de mobilité. Il y avait une autre question également de savoir si on était obligé de partir en études. Donc, on va déjà répondre, ça peut être aussi en stage, éventuellement, en stage professionnel. Et puis, après, sur la césure. Et là, on va en parler un petit peu, un peu plus longuement de la césure. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà, pour faire la transition, où est-ce qu'on se situe là? Chine, effectivement, muraille de Chine, donc juste avant les JO, c'est trop facile. Et là, c'est pas l'Italie, et oui, c'est la Belgique. Bien joué, Tom. Bruxelles, plus précisément. Et là, si on continue à voyager un petit peu ensemble, Rome, effectivement, en Italie.
Fontaine de Trévise. Dorothée, je te redonne la parole. Avec le micro, ce sera mieux, Dorothée. Désolée. Merci. Voilà, on va aborder la césure, qui est une suspension temporaire et volontaire des études qu'on peut envisager dès le début des études supérieures, voire à d'autres moments. Et là, on redemandera à Mathéo justement un petit peu son retour d'expérience à ce propos. L'objectif est de développer une expérience professionnelle ou personnelle en France ou à l'étranger. On reviendra aussi peut-être rapidement sur les différentes les différents dispositifs dans lesquels on peut s'engager pendant une césure. Et c'est une année parenthèse qui est inscrite dans la loi avec un décret depuis 2018 et une circulaire d'application qui permet justement de mettre en application cette césure, y compris tout de suite après le bac. Alors peut-être que là, je peux donner la parole à Rocio pour expliquer un petit peu comment ça se passe par rapport à Parcoursup. Et je vais couper mon… D'accord. Merci. Alors, c'est vrai que si vous avez un projet donc de partir à l'étranger, ça peut s'articuler avec éventuellement donc la plateforme Parcoursup, et notamment les vœux que vous allez ajouter dans cette plateforme. Vous pouvez indiquer votre projet de demander justement une césure au moment où vous allez ajouter des vœux. Donc, dès le 20 janvier, dans 2 jours, vous savez que vous allez pouvoir commencer à ajouter les vœux et jusqu'en mars. Et l'idée, c'est véritablement que ce soit une donnée simplement informative. Elle ne vous engage pas. D'ailleurs, toutes les années, il y a des élèves de terminale qui cochent cette case et puis finalement, pour des raisons diverses, qui ne veulent pas finaliser cette demande et qui renoncent. Ça ne pose pas de difficulté. C'est juste une donnée informative, mais qui vous permet aussi de vous mettre un petit peu en mouvement, certainement. Les établissements, de toute façon, n'ont pas connaissance de cette information au moment où votre dossier est étudié par les commissions d'examen des vœux. Donc, c'est vraiment, je répète, une donnée simplement informative. Très concrètement, lorsque vous allez ajouter un vœu, vous avez un onglet vœux et une possibilité donc de cocher cette case césure. Une fois que vous êtes admis, que vous avez donc eu une proposition qui vous intéresse et que vous avez accepté cette admission, donc à partir du mois de juillet, au moment des résultats au baccalauréat, vous allez pouvoir prendre contact avec l'établissement d'enseignement supérieur pour cette fois-ci finaliser votre demande de césure. Alors, ça va passer par, ça peut être de remplir un formulaire ou de faire une lettre de motivation où on va vous demander de préciser un petit peu, d'expliquer votre projet à l'étranger, quelle nature, comment vous le mettez en œuvre, quels sont les objectifs, quelles sont éventuellement les compétences que vous voulez développer sur ce projet-là. Donc ça se fait au mois de juillet. À ce moment-là, le responsable de formation, le chef d'établissement, va étudier, alors souvent avec les enseignants de la formation, va étudier cette demande de césure et va pouvoir l'accepter ou, dans de rares cas, la refuser. Les refus tiennent éventuellement au fait que ce sont des projets qui ne sont pas très, très aboutis, qui paraissent très, très flous, et auquel cas, les chefs d'établissement ne vont pas s'engager. Mais en règle générale, une fois qu'on a finalisé la demande, si vous avez justement bien explicité quel est votre projet de ce départ à l'étranger, généralement, ça se passe bien. Une petite chose que je peut-être à préciser également, c'est que il se peut qu'en cours de procédure Parcoursup, finalement, vous décidiez donc de renoncer à cette césure. Ça ne vous engage à rien, je le répète. La césure, elle est sur une durée d'1 ou 2 semestres.
il faut que ces semestres soient en continu. Donc, dans ce cas-là, on est donc étudiant donc, en formation initiale, c'est-à-dire qu'on est inscrit administrativement, on a un statut d'étudiant à part entière, avec notamment également la sécurité sociale qui va avec, et puis la possibilité également de bénéficier des services proposés par l'établissement. Si on est à l'université, cette carte d'étudiant permet, par exemple, éventuellement de contacter les services médicaux en ligne, les bibliothèques en ligne, voilà, tous les services associés à la carte d'étudiant. Donc, lorsque il y a eu une acceptation de votre demande de césure, il va y avoir ce qu'on appelle un contrat d'engagement, c'est-à-dire que vous allez signer avec l'établissement un engagement précisant les modalités qui vont être les vôtres. Il va y avoir un accompagnement pédagogique et qui va vous permettre, c'est ça, là, je dirais, le point majeur, qui va vous permettre de garantir la possibilité de réintégrer la formation pour laquelle vous étiez admis à la rentrée d'après. Donc, si vous avez été admis en licence, par exemple, d'économie et gestion, vous aurez, avec cette demande de saisir, s'il est accepté, la possibilité d'être inscrit automatiquement pour débuter à la rentrée 2023, sans être obligé de repartir sur Parcoursup. Votre place est garantie. Elle reste au chaud pendant 1 an, en quelque sorte. La césure, elle peut concerner donc plusieurs expériences. D'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, éventuellement d'aller se former dans un domaine autre que celui pour lequel on a accepté la proposition d'admission, dans un autre domaine d'études. Ça peut être également une expérience professionnelle sous forme de stage, sous forme de job, sous forme de service civique en France et à l'étranger. Ça peut être également une expérience dans le domaine du volontariat et du bénévolat, dans des associations qui peuvent être humanitaires, culturelles, sociales, sportives, etc. Et ça peut être également un projet pour réaliser une création d'entreprise avec ce statut d'étudiant. Donc, ces 4 domaines permettent de pouvoir demander une césure et de pouvoir avoir son accord. Alors, quelques chiffres sur ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a eu donc 390 demandes d'élèves de terminale. Donc là, on se situe sur les élèves de terminale qui ont donc coché cette fameuse case césure. On parle de la phase principale de Parcoursup, c'est-à-dire la première phase. On ne parle pas de la phase complémentaire, etc. De cette première phase. On a une estimation qui est que sur ces 392 demandes, à peu près la moitié ne les finalisent pas, c'est-à-dire qu'ils font la demande à partir du mois de janvier, mais finalement, au mois de juillet, ils renoncent, pour la moitié environ. Alors, ça peut paraître un nombre important. Par contre, au regard de l'ensemble des élèves de terminale, vous voyez que ça représente, c'est assez minime, puisque ça représente seulement 1,30% d'élèves de terminale qui font une demande en césure. On voit que cette demande, elle est faite aussi bien par des élèves de terminale générale, technologique ou professionnelle. Bon, c'est vrai que les élèves d'enseignement général sont un petit peu plus nombreux. La répartition filles-garçons, on voit là aussi que les filles sont un petit peu plus nombreuses à demander la césure. Au niveau des enseignements de spécialité, il n'y a pas de profil type. C'est assez étendu sur tous les enseignements de spécialité. Il y a quand même 2 couples qui viennent en tête sur les enseignements de spécialité par rapport à ces demandes. C'est celui de LLCER, donc langue, littérature étrangères et régionales, et maths. Et puis le couple histoire géo, géopolitique, sciences politiques, maths. Voilà. Voilà ce que je peux en dire sur ces chiffres. Et puis, quelques chiffres pour vous aider à aborder Parcoursup un petit peu sereinement. Pour vous donner quelques chiffres, là aussi, sur la fin de la phase principale, donc celle qui s'arrête au 15 juillet,
L'an dernier, hein, par rapport aux demandes, il y a eu 80 au total, hein, des candidats qui étaient passés par Parcoursup. Hein, il y a eu un petit peu plus de 89% des candidats qui ont reçu une proposition d'admission. Pour les élèves de terminale, elle était même un petit peu plus élevée. Elle était à un petit peu plus de 93% de propositions d'admission. Elle est un petit peu moindre, hein, pour les candidats en réorientation, mais elle reste néanmoins pas négligeable. Hein. Ça veut dire qu'on peut aussi, quand on a décidé d'un parcours et puis qu'on sent que finalement cette première année d'enseignement supérieur ne nous rend pas heureux, on peut en effet aussi repartir sur Parcoursup pour aller vers une formation qui convient le mieux. Et puis sur les propositions d'admission, elles sont un petit peu moindres parce que là aussi, il y a aussi des fois des projets alternatifs qui font que certains n'acceptent pas la proposition d'admission de la phase principale et préfèrent, par exemple, accepter une autre proposition en phase complémentaire. Merci Rochaud pour tous ces éléments, hein, qui sont très instructifs et j'espère qu'ils vous aideront à réfléchir à votre projet. Est-ce qu'on peut maintenant du coup demander à Manon Lanier pour voir un petit peu comment ça se passe plutôt du point de vue de l'établissement. Donc, je rappelle, vous êtes à l'Université Lyon 2. Comment est-ce que vous recevez cette demande? Comment est-ce que vous les traitez? Et voir un petit peu les infos que vous pouvez nous donner sur cette demande de césure. Oui, alors du coup, par rapport aux demandes de césure à Lyon 2, alors je précise juste par rapport voilà, à l'Université Lyon 2, hein, parce qu'il y a vraiment des spécificités en fonction des établissements. Et d'ailleurs, les motifs d'admission ou de refus en césure dépendent aussi beaucoup des établissements. Dans certaines universités, les césures peuvent être refusées, par exemple, si le projet de césure n'est pas en lien avec la formation. Donc voilà, ce n'est pas le cas à Lyon 2. À Lyon 2, on autorise aussi les projets de césure quand c'est lié, quand c'est pas lié, pardon, à la formation. Mais du coup, voilà, bien se renseigner de façon un peu individuelle sur les critères dans chaque université. Alors nous, on a de plus en plus de demandes de césure, hein, sur les 4 dernières années. Enfin là, on a commencé, je crois, avec 80 césures, quelque chose comme ça. Là, cette année, on a eu 350 demandes en césure annuelle. Donc après, avec le nombre d'abandons, etc., on est plutôt à 250 césures, 300. Donc voilà, et au niveau du traitement, alors pour la précision, hein, quand vous cochez du coup sur Parcoursup la case césure, ça ne vaut pas motif de dépôt d'une demande auprès de l'établissement. Donc bien faire attention à ça, vous devez vraiment en parallèle faire votre demande auprès de l'établissement concerné. Alors pour Lyon 2, les dépôts se font à peu près entre juin et juillet, donc il y a plusieurs vagues, il y a une vague en juin et une vague fin août, on va dire, pour celles et ceux qui se décident un peu au dernier moment. Et donc, en fait, je vous invite vraiment à aller voir toutes les infos sur les pages des universités. Chaque université tient une page sur la période de césure. Et juste pour la question, donc là, c'est pour l'université Lyon 2, Lumière Lyon 2. Et du coup, alors en fait, on vous demande de remplir un formulaire dans lequel on vous demande voilà, vos coordonnées, l'année dans laquelle vous allez arriver. On vous demande aussi, voilà, si vous êtes boursier ou boursière, hein, vous pouvez maintenir votre statut étudiant et donc votre bourse quand vous êtes en césure. Et on vous demande aussi de remplir une lettre de motivation où on vous demande donc un détail de votre projet, donc à savoir ce que vous comptez faire, ce que vous comptez mettre en place. Encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des établissements. Nous, à Lyon 2, vous n'avez pas obligation d'avoir déjà, par exemple, un contrat de travail ou de stage pour faire votre demande de césure et pour partir en césure. Dans certaines universités, il faut voilà, avoir déjà un contrat, savoir dès en avance voilà, ce que vous allez faire. À Lyon 2, on considère aussi qu'il y a aussi des projets de césure qui ont besoin d'être un peu accompagnés. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place un accompagnement des étudiants et étudiantes en césure.
voilà, qui est plutôt nouveau, où l'idée, c'est aussi de se dire, bah, parfois, on a besoin de faire des points sur sa césure, on a besoin de maintenir un lien avec l'université qui est autre qu'administratif. Donc, à Lyon 2, on essaye de casser un petit peu avec le volet administratif de la césure. Donc voilà, il y a alors nous, on a mis en place une commission d'examen des césures. Donc en fait, au niveau du traitement, l'université donc recueille les projets de césure, étudie les projets. Alors à Lyon 2, ce qui est décidé, c'est de rappeler les étudiants et étudiantes pour lesquels il y a un doute sur le projet ou alors on n'est pas sûr. Alors à Lyon 2, il y a une vision sur la césure qui peut être un petit peu élargie au sens où on a aussi certains motifs de césure qu'on considère comme étant intéressants. Par exemple, on a donc il y a ce que prévoit le décret et ensuite il y a ce que l'université applique. Donc par exemple, tous les ans, on a un ou deux étudiants ou étudiantes qui partent en césure pour faire un projet de recherche, par exemple, ou pour faire du woofing à l'étranger notamment. Et on considère que ça peut avoir un vrai apport. Par contre, pour les projets de façon générale, on va vraiment s'attacher, nous en tout cas, au degré de construction du projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet qui est réfléchi, construit, surtout dans des projets de césure qui sont en dehors de cadre institutionnel, on va dire. C'est vrai que quand on est en service civique, globalement, on sait comment on va s'articuler son année. Quand on est sur des projets de woofing ou de recherche ou autre, parfois, c'est un peu plus compliqué, donc on va surtout s'attacher à étudier ça, à rappeler les étudiants et étudiantes pour qui on n'est pas sûr que le projet soit très bien construit. Et en fonction, il y a une commission donc, d'examen des césures qui se réunit pour statuer des césures. Donc, voilà, il y a des projets qui sont admis d'office comme étant pas problématiques. Un étudiant ou une étudiante qui va te dire, ben voilà, moi je veux faire un service civique, j'ai déjà le contrat, c'est pas des projets qui vont être problématiques, mais parfois il y a besoin voilà, d'y passer un peu plus de temps. Donc voilà à ce niveau-là. Et alors simplement pour la précision, parce que alors tous les ans on a aussi des incompréhensions par rapport à ça. Il faut bien donc avoir été admis à l'université et il faut s'inscrire à l'université pour pouvoir être en césure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en césure sans une admission à l'université et donc vous conservez votre place pour la formation sous laquelle vous avez été accepté. Si vous choisissez à la suite de votre césure, changer en fait de formation, il faut refaire une candidature. Donc, vous n'êtes pas non plus tenu de réintégrer la formation. En tout cas, à Lyon 2, c'est la procédure. Voilà, peut-être... Enfin voilà, au niveau de comment ça se passe à Lyon 2, pour la petite précision, donc on fait une conférence justement sur la césure là, à Lyon 2 le 17 février. Donc je peux vous mettre le lien là, dans la discussion de l'endroit où vous trouverez cette conférence-là. Donc je vais vous mettre ça. Donc voilà, je sais pas si je pense que c'est à peu près bon pour moi. Merci, non, c'est très, très Merci, intéressant. Manon. Et puis, merci d'avance pour le lien que vous allez mettre. Peut-être voilà, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on arrivera à répondre à toutes les questions. Peut-être pour vous, peut-être pour Rossio. Si on part en césure et qu'on est voilà, inscrit dans un établissement, mais que voilà, pendant cette année-là, on change un petit peu d'avis et qu'on souhaite s'inscrire dans une autre formation, éventuellement dans un autre établissement, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, c'est possible. C'est vrai que cette année de césure, elle fait grandir et il peut y avoir, en effet, en termes d'études, une évolution dans son projet. À ce moment-là, vous recandidatez sur Parcoursup. Vous allez de nouveau, vous allez pouvoir récupérer votre dossier de l'année dernière pour un certain nombre de données qui sont déjà présentes et puis vous allez recandidater tout simplement. Avec là, ce qui sera important pour vous, vous allez avoir la plupart du temps, puisqu'il y a quelques subtilités, la plupart du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle une fiche de réorientation. C'est cette fiche qui va vous permettre véritablement de valoriser cette année de césure. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Comment vous avez cheminé pour justement arriver à finalement définir un autre projet d'études? Donc, celle-ci, elle va être en effet très importante pour vous, bien à soigner.
Merci Rossio. Donc là, on a pris l'exemple de l'Université Lyon 2, puisque voilà, dans les universités lyonnaises et en général, il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est là qu'on va retrouver le plus d'étudiants à partir en césure. Mais je rappelle bien que la césure est possible pour n'importe quel type d'enseignement, enfin d'établissement d'enseignement supérieur. En tout cas, la demande est possible à faire. Et une petite précision par rapport à ça, Yvan, c'est que justement, elles sont extrêmement diversifiées, les demandes en césure. Enfin, là où elles sont le plus nombreuses, hein, ce sont les écoles de commerce et de management et les licences. Mais on peut en faire dans n'importe quel autre type de formation. D'accord, merci Rossio. Donc après, on a plusieurs questions sur voilà, un peu ce qu'on peut y faire. Est-ce qu'on peut faire une école de langue tout de suite après le bac? Est-ce qu'on peut partir en expérience professionnelle, etc. Donc là, je vais repartager l'écran et puis laisser la main du coup à nouveau à Dorothée qui va vous montrer voilà, un petit outil que l'on a sur notre site Euroguidance pour vous aider à choisir un peu le type de mobilité qu'on peut faire en césure. Oui, voilà. Alors ça, c'est un outil qui a été développé justement par une collègue du réseau Euroguidance que vous trouverez sur le site, que vous pouvez tout à fait renseigner au moment où vous le souhaitez, et qui permet en fait, en répondant à certaines questions concernant son profil, donc avec son âge par exemple, concernant ses objectifs, concernant la durée pendant laquelle on veut partir, concernant le budget dont on peut disposer, va permettre d'avoir un petit camembert, comme vous le voyez ici, avec justement des pistes possibles, parce que vous l'aurez bien compris, en fait, faire une césure, c'est possible et c'est facilité à l'heure actuelle, mais le projet, ce que vous allez mettre dans la césure, ça va être à vous de le construire, en fait. Et donc là, vous aurez des pistes quant à ce que vous pouvez justement mettre dans le cadre de votre césure. C'est-à-dire, ça sera plutôt des cours de langue, effectivement, pour ceux qui ont un budget qui le permet et qui veulent vraiment approfondir un cours leur niveau linguistique. Ça sera plutôt du volontariat pour ceux qui veulent avoir une expérience un petit peu différente. Voilà, on peut avoir vraiment plusieurs pistes à partir de ce quiz que vous pouvez faire sur le site Euroguidance. Et je me permets juste de rajouter que dans la rubrique Aller plus loin, que l'on voit dans les résultats, on a vraiment là des informations concrètes avec justement des sites d'associations, par exemple, Oui. ou d'aide pour retrouver de l'emploi. Hein, c'était un petit peu des questions qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous pouvez tout à fait vous servir de cet outil. Voilà. Parenthèse. Et là, c'est une partie de la page qui est consacrée justement aux différentes formes de mobilité. J'ai vu aussi passer une question tout à l'heure sur le séjour au pair. Est-ce qu'on peut l'envisager dans le cadre d'une césure? Tout à fait, on peut l'envisager. Alors, comme disait Manon tout à l'heure, je pense que l'important, c'est de se rapprocher de son établissement d'enseignement supérieur pour voir dans quelle mesure, effectivement, c'est un projet de césure qui peut être accepté par l'établissement dans lequel on est inscrit. Mais du coup, voilà, vous avez ici les séjours linguistiques, le travail à l'étranger, le volontariat, les jobs, les séjours au pair, et puis vous avez d'autres rubriques en dessous que vous ne voyez pas ici à l'écran, mais qui vous permettent justement d'avoir les liens utiles pour construire votre projet, en fait. Et puis peut-être que là, je vais redonner la parole à Mathéo pour lui demander ce qu'il fait, lui, dans le cadre de sa césure actuellement. Oui, pardon. Merci Mathéo. Pourquoi vous avez choisi aussi de la faire pourquoi vous avez choisi de la faire maintenant? Parce qu'on a compris que vous avez déjà une licence, que vous avez eu une mobilité dans le cadre du programme Erasmus+, que vous avez continué. Expliquez-nous un petit peu, voilà, pourquoi vous avez pensé à la faire maintenant aussi, votre césure. Ok, ben en soi, j'avais même pensé à la faire avant, mais avec l'arrivée du Covid, ça a été un peu compliqué, étant donné que je voulais faire mon service civique à l'étranger, à la base, juste après la licence. Mais le Covid m'a mis une petite claque en me disant non, donc j'ai dit c'est pas grave, je me suis lancé dans un master d'économie sociale et solidaire, donc grosso modo ce qui touche aux associations, aux fondations, aux coopératives et aux mutuelles pour faire court. Et j'avais une possibilité à la deuxième année du master de faire la deuxième année au Cambodge. Une fois encore, le Covid m'a remis une petite claque en mode non, pas tout de suite.
Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une année de césure en me disant que j'aurais sûrement l'opportunité d'y aller l'année prochaine. Mais donc, je suis en césure et je comptais faire une césure à la base, un volontariat en service civique à l'étranger. Le Covid, vous connaissez la chanson. Et donc, à la place, je suis en césure en service civique à Lyon, dans une association qui s'appelle Anciela, qui est une association qui encourage toutes les initiatives pour l'écologie et la solidarité sur Lyon. Et donc, je suis sur une démarche spécifique qui s'appelle la démarche étudiant en action, qui vise à accompagner ce public spécifique qu'est les étudiants, puisque c'est un public assez particulier qui débarquent dans une nouvelle ville qu'ils ne connaissent pas forcément, qui arrivent en septembre, repartent en mai. Il y a toute la problématique des partiels, des examens, la vie étudiante, que ce soit soirée ou vie amoureuse. Donc, c'est un public assez particulier. Et du coup, on fait les choses ensemble et on essaie de vraiment créer, susciter l'envie d'agir pour agir, créer, on va dire, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, créer un peu une armée de Dumbledore de la transition écologique et solidaire, quoi. Et donc, c'est hyper intéressant. Et franchement, cette césure, elle est trop bien vu qu'elle s'inscrit dans mon parcours d'économie sociale et solidaire. Et en plus, Antiella, c'est un peu mon association, c'est un peu la porte d'entrée de tout ça, la porte d'entrée du bénévolat sur Lyon, puisqu'elle est en relation avec plus de 700 associations sur Lyon et les alentours. Et donc, c'est hyper intéressant car on voit des acteurs et des actrices de ce milieu différents tous les jours, on en rencontre. Et en fait, voir des gens déjà qui sont autant inspirés, et ça inspire de fou. Et donc, ça crée un cercle vertueux complètement incroyable. Et donc, ça donne envie de soulever des montagnes. Donc, je suis trop content de ma césure également. Et elle m'apporte énormément pour même mon master plus tard qui sera exactement dedans. Et là, ça me donne toutes les clés pour y arriver. Merci Mathéo pour ce témoignage qui donne envie en fait de faire une césure et de retourner même faire des études. Ce que je trouve intéressant dans vos propos aussi, c'est que voilà, vous, votre projet finalement, vous le construisez petit à petit avec une mobilité, une pause, un volontariat que vous faites pendant cette pause, justement pour bénéficier d'une nouvelle mobilité dans le cadre d'un programme d'échange avec l'université dans laquelle vous êtes inscrit. Donc voilà, c'était aussi, je trouve que c'est un très joli exemple de comment on peut construire petit à petit son parcours avec différents types de mobilité qui peuvent se faire en études ou hors études. Voilà, merci. Merci à vous. Si je peux me permettre juste de rajouter par rapport à la césure, si vous avez des projets de césure, réfléchissez bien justement là avec la situation sanitaire. Voilà, là ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais c'est pas exclu que sur certains pays ou autres. Il y a encore des restrictions. Voilà, il y a encore des restrictions. Les premières années, nous, on a eu beaucoup de complications avec ça parce que beaucoup d'étudiants qui étaient partis en césure au titre d'un projet à l'étranger et qui se sont retrouvés complètement bloqués. Donc, pensez bien aussi à des plans B. Est-ce que c'est pertinent de faire une césure plutôt cette année ou l'année d'après, sachant que vous avez le droit de faire 2 césures, une en licence et une en master. Voilà, donc pensez bien aussi à tout ça par rapport à la situation sanitaire. Merci Manon pour cet éclairage. Merci Yvan, Manon. je pense on arrive voilà, sur la fin de la visio. Donc, il y a pas mal de questions. On n'a pas forcément répondu encore à toutes. On va vous donner nos contacts dans une des dernières diapos. Peut-être donc du coup avant de clore cette visioconférence, donc là Manon a déjà lancé un petit peu le mot de la fin en indiquant qu'il fallait travailler sur son projet, pas forcément se précipiter, que la césure, vous avez bien fait de le rappeler Manon, c'est que ça peut se faire bien sûr après le bac, on en a parlé, mais ça peut se faire aussi tout au long du cursus, c'est pas tout de suite forcément après le bac. Peut-être Rocio, avant de se quitter, est-ce que vous auriez peut-être un conseil pour les lycéens et les parents qui nous regardent? Alors, je rejoins peut-être Manon dans la prudence, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quel sera le contexte véritablement sanitaire pour l'an prochain. Donc, prévoir malgré tout un plan B, un plan C.
Et puis, bien revenir, parce que peut-être que je n'ai pas été suffisamment claire, la césure, c'est vrai que c'est important de l'indiquer dès que vous ajoutez des vœux, si c'est déjà votre souhait actuellement. Et véritablement, vous allez finaliser cette demande de césure à partir du moment où vous recevez une proposition d'admission, que vous l'acceptez définitivement. Et à ce moment-là, vous prenez contact avec l'établissement d'enseignement supérieur pour ce que vous a expliqué Manon, prendre contact, remplir le formulaire, les lettres de motivation, etc. C'est ça le déroulé. D'accord. Et puis, si je peux compléter, pour des lycéens qui auraient des projets vraiment très spécifiques, qui savent vraiment dans quelle école ils veulent aller, qui sont vraiment intéressés par la césure, rien ne vous empêche, pour information, de prendre contact avec une école pour laquelle vous postulez avant même d'avoir la réponse. Que ce soit une école d'ingénieur, un lycée, par exemple, si c'est pour des BTS, pour voir un petit peu, déjà commencer à travailler ce projet de césure avec l'équipe éducative. Mathéo, peut-être un petit mot de la fin, si vous deviez voilà, dire voilà, en une dernière phrase, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de partir à l'étranger? Faites-le, c'est trop bien, je ne sais pas. Je pense que vous avez déjà donné pas mal d'arguments tout au cours de votre intervention et je pense que ça en a motivé plus d'un. Ouais. Merci en tout cas, Mathéo, pour votre intervention. Merci Manon, merci Rossio également. Je ne sais pas, Dorothée, si tu veux rajouter un dernier petit mot. Alors, juste peut-être dire voilà, qu'on peut vous aider justement à construire un projet de mobilité quel qu'il soit au Centre d'information internationale de Lyon. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Plus un projet est préparé, plus les choses sont anticipées, mieux en général ça se passe. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à nous solliciter. Notamment, il y avait des questions, est-ce qu'on peut justement avoir des réponses pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, bien sûr, et Yvan va donner les liens. Merci à tous en tout cas pour votre participation active. Merci. Merci à vous. Donc là, vous retrouvez sur cette dernière diapo les deux sites internet, donc celui du C2I et puis celui d'Euroguidance, dans lesquels vous trouvez quand même beaucoup d'informations. Et nos adresses mail, donc celle directe du Centre d'information internationale de Lyon, donc, auquel on répond. Et on peut également vous recevoir sur rendez-vous, que ce soit sur un rendez-vous en présentiel, mais aussi par téléphone ou en visio. Dans ce cas-là, je vous demande d'appeler notre secrétariat pour prendre un rendez-vous. Et puis, on a également une adresse mail générique pour le site Euroguidance, où là, vous pouvez avoir des réponses également, soit de nous, soit de nos collègues Euroguidance. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence. On a été à peu près 200 participants dans cette visio, donc c'est beaucoup. Donc, ça montre l'intérêt en fait, des jeunes pour la mobilité. Et donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez qu'on vous aide un petit peu dans la construction de ce projet.